La première des demandes exprimées par la Convention citoyenne pour le climat, c'est chaque fois que j'achète un truc, je veux connaître ses impacts sur l'environnement. Et ça, moi, ça a résonné très fort avec l'expérience que j'avais pu avoir dans la police de l'environnement. Et là-dessus, on a le chef de l'État, devant eux, qui tweet « Je suis favorable à faire un score carbone, nous pouvons créer le Yucca du carbone ». Moi, j'ai constaté avec beaucoup d'amusement que ce cycle de vie, il est décrit de manière assez précise dans une chanson du dernier album d'Orelsan qui s'appelle « Baise le monde en toute simplicité » et qui décrit le cycle de vie d'un survêt. Il faut avoir un score des produits, la pizza Buitoni, le t-shirt H&M et le canapé de chez Ikea, au hasard. Et donc ça, il faut avoir le score de tous ces produits. Et donc l'infrastructure de partage de données qui est envisagée, c'est une base produit. Bienvenue sur Ambition Publique, le podcast animé par David Basse qui donne la parole à des agents pour évoquer l'action publique. Cette mini-série porte sur le développement d'infrastructures de partage de données pour répondre à des problématiques très concrètes. Crise sanitaire, pénurie de professeurs, soutien aux agriculteurs, etc. Un épisode introductif explique la démarche avec Laura Letourneau, auteure du plaidoyer pour les grandes oubliées et les infrastructures publiques de partage de données. Dans cet épisode, on aborde la question environnementale en matière de consommation courante. Vêtements, nourriture principalement. En constituant deux bases de données, base produit réel et base empreinte, Pascal Dagras, ingénieur de formation qui a tout quitté pour ce projet, nous explique l'utilité fondamentale de cette infrastructure de partage de données, comparée avec précision le coût environnemental de chaque produit pour le consommateur, mais aussi pour les producteurs. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts et à le partager aux personnes qui pourraient être intéressées, car cela aide pour la visibilité. Enfin, ce podcast est produit avec le soutien de la CASDEN, la Banque des agents de la fonction publique. Bonne écoute. Bonjour Pascal. Et bonjour David. Merci d'être avec nous pour parler de l'infrastructure de partage de données, de deux infrastructures même, mais tu nous expliqueras bien sûr comment ça fonctionne. On parle dans cette partie de ton parcours, de ta motivation sur le champ de l'action publique. Ensuite, dans la partie 2 de l'infrastructure ou des infrastructures dans ton cas, et de la partie 3 de quelques conseils qu'on peut donner aux auditeurs. Mais avant de te présenter, juste en 3-4 phrases, grand max, le concept des infrastructures sur lesquelles tu travailles. Quels sont les impacts environnementaux d'une pizza, d'un t-shirt, d'un canapé ? Pour répondre à cette question, c'est complexe. Il faut décrire le t-shirt, la pizza, le canapé. Et quand on a décrit, il faut par ailleurs savoir quels sont les impacts du blé, du jambon, du coton, de tous les constituants de ces trois produits. Et donc comment on crée toutes les infrastructures qui permettent de répondre à cette question, quels sont les impacts d'un t-shirt, d'une pizza, d'un canapé. Super, et bien sûr ça nous donne envie déjà de poser des questions, mais avant tout, partie 1, sur toi, qui es-tu ? Je t'en prie Pascal, qui es-tu ? Merci David, Pascal Dagras, 41 ans, ingénieur au Commissariat général au développement durable, qui est une des administrations du ministère de la transition écologique. Et avant d'arriver au CGDD, comme on l'appelle, pour travailler sur le scoring environnemental, l'affichage environnemental, j'ai eu plusieurs expériences et notamment j'ai été en charge de la police de l'environnement, spécialité installation classée en région Occitanie. Donc cette inspection des installations classées, c'est un beau métier du ministère de la Transition écologique qui consiste à inspecter, contrôler, réglementer tous les sites industriels et agricoles qui peuvent avoir des impacts sur l'environnement ou représenter des dangers pour la santé des riverains. Et c'est une super expérience qui m'a beaucoup marqué, je voudrais en dire quelques mots là tout de suite, parce que finalement c'est une posture, inspection des installations classées, dans laquelle on va vraiment ouvrir la porte de l'arrière-cuisine de la société. Notre société, on voit comment ça marche, on voit ce qu'il y a dans les magasins, mais on ne sait pas forcément comment elle fonctionne derrière, comment ça se fait qu'on a du béton sur nos chantiers, comment ça se fait qu'on a des vêtements dans nos magasins. Et ben tout ça, c'est parce qu'il y a tout un tas de sites industriels derrière, qui vont des mines carrières, en passant par des plateformes chimiques, en passant par des sites industriels de transformation, des entrepôts, jusqu'à des décharges des incinérateurs, et tout ça, en fait, c'est le cycle de vie de tout ce que l'on achète. Et donc, voilà, j'ai passé 4 années vraiment passionnantes à la DREAL Occitanie, en charge donc de l'animation de l'inspection des installations classées. Vraiment métier passionnant, et en tout cas, dont je suis ressorti avec
à la fois la vraie satisfaction d'avoir pu découvrir ça, d'avoir vu c'est quoi une décharge, c'est quoi un incinérateur, c'est quoi une carrière, comprendre tous les enjeux qu'il y a derrière, mais aussi une vraie frustration qui est que finalement il y a très peu de monde aujourd'hui dans la société qui a la conscience de tout ce qu'il y a derrière les produits qu'on achète, les maisons qu'on fabrique, les voitures qu'on achète, etc. Et donc voilà, une grande question qui m'a hanté à partir du moment où j'ai eu cette expérience à l'Adréal Occitanie, c'est mais comment on fait pour aider les consommateurs, tout le monde a touché un peu du doigt tout ce qu'il y a derrière l'arrière-cuisine, derrière les produits alimentaires, textiles que l'on achète. Juste pour nous expliquer l'ADREAL, l'acronyme à quoi il correspond. C'est la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. C'est les services déconcentrés du ministère de la Transition écologique dans les régions. Donc en Occitanie notamment. Et toi, tu y étais puisque tu as aussi fait une formation. Je te réintroduis là-dessus. Polytechnique, puis les mines télécom, c'est ça? Oui, j'ai fait donc l'école polytechnique, puis ensuite Télécom Paris Tech. Je suis rentré dans ce que l'on appelait le corps des ingénieurs des télécommunications, qui sont donc des fonctionnaires qui ont notamment par le passé été chargés de déployer tout le réseau téléphonique en France. Et simplement à l'époque où je suis rentré dans ce corps des ingénieurs des télécommunications, il a été fusionné au sein du corps des ingénieurs des mines, qui est un corps plus ancien, qui portait plus traditionnellement, historiquement et encore aujourd'hui tous ces métiers en notamment prévention des risques. Et donc la police de l'environnement, c'est un métier sur lequel on trouve beaucoup d'ingénieurs des mines notamment. Et donc à la sortie de ta formation en 2008, tu fais un petit passage chez IBM France, mais surtout tu as travaillé au sein de la direction générale des entreprises et aussi un passage à l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et l'EP, je l'ai plus. Les postes, voilà, parfait. Très rapidement, j'ai vu les usages du numérique, c'était un de tes intitulés de poste. À quoi ça correspond? Ouais, alors j'ai eu deux activités essentiellement. Alors les usages du numérique, le sujet le plus visible sur lequel j'ai eu la chance de travailler à cette époque-là, c'était le lancement de l'initiative French Tech, qui était donc une marque, quelque part un étendard proposé par le gouvernement, les pouvoirs publics pour un peu porte-étendard de toute la French Tech, les startups, souvent du numérique, qui innovent et puis qui vont créer des nouveaux services. On pense à Blablacar par exemple, le service de covoiturage, et donc cette idée que il fallait vraiment mettre en avant ces jeunes entreprises innovantes, souvent à forte croissance et qui en fait peuvent avoir la potentialité de devenir des grandes entreprises qui créent beaucoup de services, beaucoup de valeur. Donc voilà, essayer de faire changer un peu l'imaginaire en sortie de grande école. Aller travailler dans un grand groupe, c'est très bien, mais aussi aller travailler dans une start-up, une entreprise qui se lance, innovante, c'est aussi très bien, c'est extrêmement utile et ça crée de beaux débouchés. Donc j'ai pu travailler sur ce secteur-là, et surtout ça m'a fait rencontrer pas mal de ces start-upers comme on les appelle, et qui sont effectivement des gens qui sont souvent habités par leurs projets, extrêmement dynamiques, et donc très efficaces pour porter leurs projets. On va parler d'une entreprise par exemple Yuka, qui touche à l'information des consommateurs, et donc ça c'est quelque part une start-up. Ce sont des jeunes gens qui se sont lancés, qui voulaient faire de l'information consommateur et qui l'ont fait au sein d'une entreprise innovante qui s'appelle Yuka. Et après cette expérience à la direction générale des entreprises, tu vas dans le privé, chez Anywaves. Alors, après avoir travaillé à la direction générale des entreprises, je suis parti à la direction régionale de l'environnement, la police de l'environnement. Donc voilà, pousser la porte de l'arrière-cuisine de la société, découvrir un petit peu tous ces sites industriels. Je suis vraiment passé de la vitrine de la société, French Tech, etc., à l'arrière-cuisine avec des mines, des vieilles mines, des carrières, des trucs pas du tout glamour, mais tellement en fait indispensables à notre mode de vie. Et ce contraste, moi, il m'a vraiment percuté très fort, il m'a marqué. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup moins parler des mines, des carrières, des incinérateurs, des décharges que des startups de la French Tech. Et les deux sont importantes. Et c'est vrai que c'est tout à ton honneur, puisque quand je t'ai demandé de te présenter, t'as d'abord parlé de cette expérience-là, avant de reparler de tes études et de tes expériences à Bercy. J'ai d'abord parlé de cette expérience parce que toutes les expériences nous façonnent. Celle-ci, elle m'a particulièrement façonné parce que quelque part, voilà, c'était découvrir quelque chose que je connaissais pas du tout et en ressortir avec vraiment profondément en moi l'envie de faire toucher du doigt à plus de monde tout ce que moi, avec les équipes que j'animais, on pouvait observer au quotidien en allant inspecter des sites. Et alors donc, après cette expérience à l'Adréal, tu vas chez Anywaves.
Après ça, je suis allé chez Anywaves, qui est une jeune entreprise, une start-up, je dirais, qui fabrique des antennes pour les satellites. Et je suis allé là-bas. Alors bon, il y avait l'intérêt, bien sûr, de la matière physique. Faire des antennes, c'est complexe, c'est beau. Enfin, il faut aimer les équations de Maxwell, même si c'est pas moi qui les manipulais, mais il y avait des gens très compétents. Surtout, en fait, ce que je voulais, c'était vivre un peu l'aventure entrepreneuriale, qui avait l'air si, passionnante. Et donc j'ai rejoint cette entreprise, je sais plus, il y avait 5-6 personnes, et puis il y avait un fondateur notamment, Nicolas Capé, qui avait une énergie débordante et qui avait une furieuse envie de produire des antennes compactes, efficaces, pas chères, et qui allait aider à développer l'industrie spatiale à Toulouse, en France et en Europe. Et j'ai pas été déçu du voyage. Enfin, c'est vraiment quelque chose de absolument fort, collectivement, de vivre la construction d'une entreprise. Elle existait déjà quand je suis arrivé, mais en tout cas elle s'est développée pendant les 2 ans que j'ai passé là-bas. Et donc voir une entreprise qui se crée avec un chef d'entreprise qui nous dit, moi je crée l'entreprise dans laquelle j'aurais voulu travailler, et puis qui amène sa vision, son énergie. C'est petit, c'est d'une grande efficacité. Enfin, moi j'en suis sorti vraiment marqué par le fait qu'une petite organisation ultra déter, pour reprendre les termes de Laura Letourneau, peut faire de grandes choses, et même des choses qui sont réputées impossibles. Lancer une start-up pour faire des antennes qu'on envoie dans l'espace, c'est supposé être impossible. Aujourd'hui, ils sont 50 salariés, ils ont envoyé 1000 antennes en orbite. Enfin, c'est une formidable réussite. Bravo à eux. Et alors, tu décides pour autant de les quitter, ou alors peut-être tu te fais recruter? Comment ça fonctionne, cette transition vers le poste actuel que tu occupes, et qui bien sûr va nous interroger, va nous emmener sur cette partie 2 sur les infrastructures de partage de données? Alors je décide de quitter Anywaves, non sans regret, parce que c'était vraiment une très belle boîte, simplement par un appel, quasiment une vocation. C'est présomptueux, mais il y avait de ça chez moi. Et c'est le moment en fait de la Convention citoyenne pour le climat. Donc cette initiative démocratique assez originale, avec 150 citoyens tirés au sort, à qui on a demandé que faut-il faire pour éviter, en tout cas atténuer les difficultés, la crise climatique vers laquelle on va. Et la première des demandes exprimées par la Convention citoyenne pour le climat, c'est chaque fois que j'achète un truc, je veux connaître ses impacts sur l'environnement. Et ça, moi, ça a résonné très fort avec l'expérience que j'avais pu avoir dans la police de l'environnement. Et là-dessus, on a le chef de l'État, devant eux, qui tweet et qui dit je suis favorable à faire un score carbone, nous pouvons créer le Yucca du carbone. Et donc là, il y avait vraiment différents éléments qui s'assemblaient. C'était cette impulsion donc venue des citoyens, reprise par le politique, de dire on va aider à comprendre c'est quoi les impacts environnementaux de tous les produits, notamment les produits manufacturés. Et puis il y avait cette idée assez intuitive, mais que c'est peut-être pas l'État seul qui va faire, quoi. Et que peut-être il y a aussi des acteurs économiques. Alors Yucca est cité, c'est un peu le plus emblématique, mais il y en a plein d'autres qui ont aussi un rôle à jouer pour informer le consommateur, calculer des scores environnementaux. Et donc là, voilà, tout ça, ça a résonné très fort en moi. Et donc je suis revenu voir le ministère en présentant un projet qui s'appelait Wikicarbone à l'époque. Et l'idée, c'était vraiment une infrastructure de partage de données. C'était vraiment cette idée que il faut répondre à cet appel de la Convention citoyenne pour le climat, et que la connaissance, elle est dans toutes les entreprises. Une entreprise qui fabrique des t-shirts, elle sait quels sont ses impacts. Une entreprise qui fabrique des pizzas, elle sait quels sont ses impacts. Et donc l'idée au départ, très naïve, c'était en fait, et si on ouvrait cette infrastructure, et si on permettait aux entreprises de déclarer ces impacts-là, ça permettrait d'agréger de la connaissance. Aujourd'hui, la connaissance, elle s'agrège de manière collaborative. Wikipédia, c'est le plus bel exemple. Et donc voilà, j'avais proposé très naïvement Wikicarbone. Et en fait, je suis tombé à un moment où le ministère s'intéressait à ce sujet, parce que justement, après la Convention citoyenne, il y avait des demandes. Et donc ils m'ont proposé de les rejoindre en tant qu'intrapreneur, donc dans un dispositif qui s'appelle beta.gouv, où le principe c'est on prend un agent du ministère, on met à sa disposition un peu des moyens pour travailler avec un développeur, un coach, un data analyst, des gens qui sont des experts dans le développement de services numériques. Et puis derrière, on le met dans cette position d'intrapreneur qui essaye de simuler celle de l'entrepreneur, c'est-à-dire qu'il a 6 mois devant lui pour essayer de produire quelque chose qui a du sens, qui a de la valeur. Et si ce qu'il produit a du sens, de la valeur, ensuite il va recevoir un financement complémentaire pour continuer à développer son produit. Donc c'est vraiment intrapreneur, c'est essayer
c'est jamais parfait, mais essayer de mettre un agent de la fonction publique dans la position de l'entrepreneur pour retrouver cette énergie, en tout cas que moi j'ai vécu par mon passage chez New Waves, où on voit que quand il y a un chef d'entreprise, un product owner comme on dit, qui est habité par le projet sur lequel il travaille, qui est habité par le projet qu'il porte, eh ben ça peut permettre beaucoup d'efficacité, de créativité, ça permet d'explorer des nouveaux champs. Ça marche pas, mais ça permet d'explorer. Donc je suis revenu au ministère, en tout cas sous ce rôle-là, pour explorer ce projet Wikicarbone, qui se trouvait être très intuitif, aujourd'hui ce que je fais c'est pas exactement ce qui était envisagé au départ, et puis il y a plein de choses dont on va reparler qui préexistaient, mais je suis revenu au ministère là-dessus parce que ça me tenait à cœur de porter ce projet-là. Et progressivement, j'ai évolué ensuite au sein du ministère pour être plus formellement en charge de porter de proposer les travaux techniques et réglementaires relatifs à tout ce scoring environnemental, cet affichage environnemental. Ils t'ont absorbé d'une certaine manière? T'étais en détachement quand t'es revenu et qui t'ont donné cette possibilité d'être intrapreneur, ou en fait tu restais quand même fonctionnaire, le régime classique, et quand j'étais chez New Wave, j'étais en disponibilité pour convenance personnelle, et simplement quand je suis revenu au ministère de la Transition écologique, j'ai candidaté sur un poste ouvert au Commissariat général au développement durable, sur lequel j'ai pu être recruté, et qui m'a permis ensuite de candidater à la fabrique numérique. Il en existe dans tous les ministères, qui sont ces organisations qui font appel aux volontaires pour devenir intrapreneur. On est agent du ministère et on est volontaire pour devenir intrapreneur en portant un service public numérique pendant 6 mois d'abord, et plus longtemps si ça a du sens, et ça s'arrête si ça n'a pas de sens. Donc quelque part, intrapreneur, c'est une fonction supplémentaire dans le cadre de mon positionnement administratif qui est au Commissariat général au développement durable. D'accord, très clair, ça aidera sans doute les auditeurs aussi qui peut-être veulent se positionner en tant qu'intrapreneur, d'avoir des billes supplémentaires sur cette bascule, sur cette orientation. Et maintenant que l'on sait où tu es, au CGDD, au Commissariat général au développement durable, tu vas pouvoir nous raconter dans la partie 2 justement ces infrastructures numériques de partage de données. Partie 2 sur les infrastructures publiques de partage de données. Donc toi tu en as 2 qu'on va résumer sous leur petit nom base empreinte et base produit. De quoi il s'agit? Et peut-être rappelle-nous le contexte politique, tu l'as un petit peu situé dans la partie 1 avec la Convention citoyenne pour le climat, mais peut-être de manière plus exhaustive encore maintenant. Donc sur le contexte, la Convention citoyenne pour le climat en tout cas demande que un score carbone soit mis en place, et puis derrière ces différentes demandes ont été présentées devant le Parlement, et la loi climat et résilience qui a été promulguée en août 2021, elle prévoit la mise en place d'un affichage environnemental qui fait écho à la demande de la Convention citoyenne. Donc affichage environnemental, c'est afficher pour les consommateurs les impacts des différents produits et services, donc un t-shirt, une pizza, un canapé, ce que l'on voudra. En fait, au-delà de ce sujet d'affichage environnemental, moi mon rôle aujourd'hui, et celui pour lequel j'ai pu participer au plaidoyer porté par Laura Letourneau, c'est déjà sortir un score. Premier point, c'est quoi le score, les impacts environnementaux, le coût environnemental d'une pizza, d'un t-shirt, d'un canapé. Et ensuite, quand on a ce score, potentiellement il peut être utilisé pour plein de choses. Il peut être utilisé pour le mettre sur une étiquette, ce qu'on appelle l'affichage environnemental, mais il peut être aussi utilisé pour une collectivité qui veut lancer un marché public pour acheter des vêtements, et elle prévoit dans son marché public une clause sur les impacts environnementaux des vêtements. Ça peut être pris en compte aussi sur de la modulation de l'éco-contribution. Quand vous achetez un vêtement, il y a une petite somme qui est utilisée pour financer le recyclage de ces vêtements. Il est prévu que cette éco-contribution soit modulée en fonction des impacts environnementaux. Donc il y a plein de possibilités. Et ça, quelque part, ça relève de ce que les collectivités, l'État, le politique va vouloir faire de ce score. Mais moi, ma première mission, c'est commencer à sortir un score. Et donc pour avoir un score, il faut avoir un score des produits, la pizza Buitoni, le t-shirt H&M et le canapé de chez Ikea, au hasard.
Et donc ça, il faut avoir le score de tous ces produits. Et donc l'infrastructure de partage de données qui est envisagée, c'est une base produit dans laquelle, c'est prévu par la loi, seront déclarés les impacts environnementaux de tous ces différents produits, pour après derrière que l'information puisse être réutilisée. Mais en fait, avant même de connaître les impacts environnementaux de cette pizza, ce t-shirt, ce canapé, il faut d'abord s'entendre sur comment je vais les calculer. Et pour ça, ça va dépendre de, déjà, c'est quoi les impacts de ce que l'on appelle les procédés. Derrière une pizza, derrière un t-shirt, il y a du coton, mais il y a aussi de l'électricité en Chine, en France, il y a du transport en bateau, en avion, il y a de la chaleur, pour faire de la teinture il faut de la chaleur, et puis il y a des produits chimiques qui sont utilisés dans le champ de coton, enfin il y a tout un tas de choses. Et donc il faut déjà, pour pouvoir calculer, je vais rester sur l'exemple du t-shirt, le score environnemental, le coût environnemental du t-shirt, encore faut-il s'être préalablement entendu sur c'est quoi les impacts environnementaux d'1 kg de coton, de 1 kWh d'électricité en Chine, d'1 kWh d'électricité en France, de 1 tonne kilomètre de transport en bateau, en avion, etc. Et ça requiert une autre infrastructure de partage de données, une base de procédés. C'est un peu ces briques élémentaires que je vais additionner pour faire ensuite une pizza, un t-shirt, etc. Et donc c'est l'autre infrastructure de partage de données, qui s'appelle base empreinte, qui est portée par l'ADEME. C'est pas le CGDD qui la porte, c'est l'ADEME qui le porte avant tout. Donc il y a ces deux infrastructures de partage de données, et en fait mon rôle, formellement je suis pas en charge de l'infrastructure de partage de données qui est la base empreinte, mais par contre ce que j'ai porté comme projet en tant qu'intrapreneur depuis 3 ans, c'est plus la calculette qui s'appelle Ecobalise aujourd'hui. Le nom initial c'était Wikicarbone, mais c'était pas adapté, et puis c'était pas le bon positionnement, mais c'est Ecobalise. Et Ecobalise, donc c'est un site qui est gratuit, qui est ouvert, très largement open source, et sur lequel vous pouvez aller, ecobalise avec un y.beta.gouv.fr. Il sera mis dans la description de l'épisode, bien sûr. Merci, n'hésitez pas à y aller. Et donc il permet en fait, avec quelques paramètres assez simples, pour l'instant il est en ligne sur le textile, qui permet à partir de quelques paramètres assez simples, c'est quoi la composition de ce t-shirt, dans quel pays a été produit le coton, le fil, le tissu, et puis dans quel pays a-t-il été confectionné, enfin quelques informations assez simples qui va faire les calculs. Donc en fait fait le lien entre la base de procédés, base empreinte, les impacts du coton, du kilowattheure, etc., qui sont des objets assez techniques, mais essentiels. Si on s'est pas entendu là-dessus, ça part dans tous les sens, on va le développer ensuite. Et donc simplement, cette matière très technique qui est réservée à des experts en analyse de cycle de vie, c'est ça la technique qui est utilisée pour manipuler ces données-là, quelque part Ecobalise, c'est une manière de permettre, peut-être pas à tous les citoyens, mais en tout cas à tous les acteurs qui travaillent dans le secteur du textile, de venir jouer avec, et de voir, tiens, qu'est-ce qui se passe si je simule les impacts environnementaux d'un t-shirt comme ci, d'un t-shirt comme ça. Donc il y a vraiment deux infrastructures, les procédés, base empreinte, coton, électricité, transport, qui est porté par l'ADEME, et il y a les produits, donc qui sont vraiment le t-shirt H&M de telle référence, le t-shirt Zara de telle référence, etc. Et vous avez au milieu Ecobalise, mais pas seulement Ecobalise, je vais être trop long, qui permet en fait de faire le lien entre les deux. Alors Ecobalise que tu as évoqué, je vais essayer de le décrire pour que les auditeurs qui n'auraient pas cliqué sur le lien en description et qui n'auraient pas apporté une vue à son simulateur, pas encore, aient envie d'y aller. Donc en fait ça a l'air très simple, c'est-à-dire on choisit un type de produit, donc là le t-shirt polo est un petit peu la catégorie de référence basique sur laquelle on tombe. Ensuite on indique le prix auquel on achète ce produit, donc c'est dans la case durabilité. Je vais pas rentrer dans les détails de toutes les parties, mais il y a la partie matière première, avec bien sûr, est-ce que c'est en coton, est-ce que c'est en polyester, etc. Ensuite la partie transformation, filature, ensuite la partie tissage, tricotage, ensuite la partie ennoblissement. À chaque fois on met dans quelle région de, soit Europe de l'Ouest, Chine, on va dire les pays classiques, mais tout est référencé bien sûr. Partie transformation, confection. Enfin la partie distribution, utilisation et fin de vie. Donc toutes ces étapes, il y a une quinzaine d'entrées qui varient aussi peut-être en fonction du type de produit que l'on indique, parce que peut-être que s'il n'y a pas de laine ou de coton, il n'y a peut-être pas besoin de tisser. Enfin, je sais pas, ça c'est après, je laisse la main aux ingénieurs des produits. Quelque chose donc assez exhaustif, et à chaque étape, ça attribue des points.
et à la fin on a un total, et donc on peut comparer entre différents produits, et si on met moins d'avions à tel endroit ou moins de Chine et plus de produits locaux, voilà, forcément ça joue sur le nombre de points. Est-ce que j'ai bien résumé ce simulateur que tu m'as montré bien sûr avant qu'on fasse le podcast, et que j'essaie de résumer de manière schématique pour les auditeurs qui n'auraient pas cliqué dessus? C'est tout bon, bravo. C'est bien ça. Je m'appuie sur ton travail, donc c'est un peu plus simple. Finalement, Ecobalise, c'est on balaye le cycle de vie du vêtement, de la matière première qui pousse dans le champ de coton jusqu'à la fin de vie du vêtement dans une décharge en France ou ailleurs en Afrique notamment. Et donc ça simplifie les calculs. Ça a l'air complexe, mais en fait ça les simplifie. Et ce cycle de vie du vêtement, donc c'est quelque chose qui a l'air affreusement technique. Quand la première fois qu'on tombe dessus, on peut se dire oula, c'est très 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 compliqué. Moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est que c'est décrit avec une grande précision finalement et de manière plutôt pertinente dans une chanson du dernier album d'Orelsan. Donc le titre c'est Baise le monde en toute simplicité, donc c'est bon bref, c'est Orelsan, mais dans cette partie-là, donc il est interpellé parce qu'il a un beau survêt. C'est quoi ce survêt? D'où vient ce survêt? Et donc il explique c'est un Indien qui un jour a planté une graine, qui l'arrose de produits chimiques cancérigènes, et après 6 mois et beaucoup d'eau, genre 8000 litres, ça donne 1 kilo de coton qui est expédié en Chine, trié, lavé, tiré pour faire du fil dans une usine chinoise, et puis il part en Turquie où il est tissé en chaîne et trame, et il part en Roumanie. Donc vous avez vraiment une description dans un album d'Orelsan, finalement des étapes que vous retrouvez dans Ecobalise aujourd'hui. Et ces étapes, finalement c'est plutôt, paradoxalement, c'est plutôt simple, parce que en théorie, ce que doivent faire les marques qui veulent estimer les impacts environnementaux de leurs produits, c'est qu'elles doivent renseigner beaucoup plus d'informations que ça. Si je fais de la teinture, je dois être capable de dire dans quel pays ça se passe, mais je dois aussi être capable de dire combien il y a de mégajoules de chaleur qui a été utilisée pour faire chauffer l'eau qui a permis de fixer les pigments sur le tissu. Et ça, les marques, elles le savent pas. Ce que fait Ecobalise, finalement, c'est de proposer des simplifications. On demande juste dans quel pays se passe la teinture, et ensuite Ecobalise, c'est pas présenté, mais il fait une hypothèse qui est la même pour tout le monde, qui est que pour teindre 1 kg de tissu, il faut X, Y mégajoules de chaleur. Et en fonction du pays dans lequel je suis, cette chaleur, c'est plutôt issu de charbon, plutôt issu de gaz, etc. Donc en fait, on simplifie en demandant juste, je reste sur cet exemple, le pays dans lequel ça se passe, mais derrière, la calculette fait tout un tas d'hypothèses. Et en fait, cette calculette, alors tu disais, il faut qu'il y ait des gens qui viennent cliquer dessus, bien sûr, n'hésitez pas, venez sur Ecobalise, régalez-vous, mais fondamentalement, pour moi, c'est pas un critère de succès d'Ecobalise d'avoir beaucoup de trafic dessus. Le plus important, c'est surtout que ça explicite tous les choix méthodologiques qui sont faits pour calculer les coûts environnementaux d'un t-shirt. Et ça s'adresse prioritairement aux gens du secteur textile. En particulier tous les experts, il y a tout un écosystème hyper dynamique d'experts du scoring environnemental qui sont très efficaces et qui derrière vont faire beaucoup de calculs, mais eux, il faut vraiment qu'on partage avec eux c'est quoi toutes les hypothèses que l'on fait pour homogénéiser, harmoniser la méthode de calcul du coût environnemental du vêtement. Donc le meilleur moyen d'expliciter toutes ces hypothèses, c'est de les câbler dans une calculette. Bon, il n'y a pas de souci, c'est pas écrit dans un document, c'est câblé dans la calculette, vous pouvez la tester, vous voyez les résultats, c'est documenté, etc., etc. Donc la première vertu d'Ecobalise, surtout, c'est un moyen d'échanger avec les experts pour comprendre la méthode, qui comprennent comment ça marche, et que ça harmonise les résultats. Si j'ai 2 t-shirts, un t-shirt A, un t-shirt B, et j'ai un premier bureau d'études qui me dit que A est beaucoup mieux que B, et un deuxième qui me dit que B est beaucoup mieux que A, et ben ça, c'est le genre de situation dans lequel on peut se trouver et qui conduit à une absence d'engagement. Parce qu'on sait plus finalement quel a le plus d'impact, qui dit vrai, qui dit faux, et donc le résultat c'est que les marques en fait n'y vont pas, ne calculent pas les impacts environnementaux de leurs produits parce qu'elles savent pas s'il faut écouter un tel ou un tel, et puis elles ont peur par ailleurs de se faire accuser de greenwashing si elles n'ont pas retenu la bonne méthodologie. Donc il y a un vrai intérêt à mettre en commun la méthodologie, et Ecobalise est vraiment là pour le permettre. Donc ça c'est vraiment sur la calculette Ecobalise en fait, mais qui est quelque part un peu en marge du propos infrastructure de partage de données, parce que Ecobalise c'est un partage de méthode. Si on partage la méthode, vous voulez l'implémenter, vous pouvez utiliser l'API, vous pouvez recabler Ecobalise, grand bien vous fasse, mais surtout que tout le monde utilise la même méthode pour calculer les impacts environnementaux des vêtements, et que donc il y ait une référence qui sorte.
Mais fondamentalement, si on veut avoir des impacts environnementaux bien harmonisés, il faut déjà que cette méthode présentée dans l'éco-balise soit partagée, comprise, appropriée, mais il faut aussi que les procédés, donc les impacts du coton, de la laine, du polyester, du kilowattheure, etc., que cela aussi y soit partagé. Si j'ai la même méthode mais que j'ai deux hypothèses différentes pour le coton, ça marche pas, et c'est là vraiment qu'il y a un gros besoin d'infrastructures de partage de données. Tu parles d'harmonisation des techniques et d'hypothèses. Quelles sont ces difficultés pour atteindre une sorte d'unanimité dans le milieu professionnel, dans le milieu de la production, dans le milieu des consommateurs, des entreprises? Alors je pense que l'unanimité, je pense pas qu'elle soit atteignable, mais par contre ce qui est clair, c'est qu'il faut aller chercher la connaissance là où elle est, et la connaissance, elle est en particulier chez les industriels qui produisent les vêtements. Et donc on a deux types d'hypothèses différentes. Il y a les hypothèses qui sont dans la calculette éco-balise, combien de mégajoules de chaleur pour faire de la teinture. Et là on s'est appuyé sur tout un travail antérieur qui préexistait, qui a été fait par l'ADEME, mais on s'est aussi appuyé au maximum sur des ateliers de teinture, on est allé chercher les informations auprès d'eux. Il y a un forum éco-balise aussi qui a permis d'échanger avec les professionnels du secteur pour proposer l'hypothèse la plus vraisemblable. Et par ailleurs, cette hypothèse, elle est transparente. Si quelqu'un n'est pas content, il est chaleureusement invité à venir le dire pour pouvoir challenger, discuter, faire évoluer cette hypothèse. Faire évoluer cette hypothèse, donc ça veut dire que ce n'est pas figé. Si jamais demain tu modifies ce calcul parce que tu revois la technique de teinture, comment tu fais avec le produit qui est déjà dans le commerce? Alors, pour être plus précis sur le textile, le gouvernement a présenté première version, j'ai envie de dire officielle d'éco-balise, c'était début avril 2024. Et donc avec toutes les hypothèses, chacun peut jouer avec. Les marques, les experts ont fait plus d'1 millier de tests sur différents produits qu'ils ont partagés avec nous, et donc tout ça a permis pendant 3 mois d'avoir une large période de concertation pour faire remonter toutes les remarques. Est-ce que le nombre de mégajoules qu'on a prévu pour la teinture était satisfaisant ou pas? C'est là que vraiment ces remarques devaient une dernière fois remonter, puisque le travail il s'est fait pendant les mois et les années qui ont précédé. Là aujourd'hui, cette phase de concertation elle est clôturée, on est en train d'intégrer les modifications qui en ressortent dans l'outil éco-balise pour vraiment stabiliser une première version qui sera ensuite à la disposition du gouvernement. Et simplement sur ce travail de modélisation, il est jamais fini, donc probablement qu'à l'avenir c'est appelé à continuer à évoluer pour coller au mieux aux impacts perçus par les professionnels, les experts du secteur, et donc il y aura assurément des évolutions dans le versionning d'éco-balise, mais on a mis en place en tout cas une fonctionnalité qui permet à chacun, quand il va interroger éco-balise, de choisir la version qu'il mobilise. Donc s'il veut utiliser une version d'éco-balise à la date du jour, il va pouvoir garder cette version pendant toute l'année, quand bien même il pourrait y avoir des évolutions qui interviendraient en suivant. Et ça, par ailleurs, ça va être vraiment piloté vraiment en lien avec les usages qui sont faits d'éco-balise, peut-être réglementaires, peut-être pas réglementaires. Enfin, c'est vraiment un outil qui est ensuite à la disposition des pouvoirs publics et des acteurs économiques. Tu dis justement que les personnes publiques peuvent s'en saisir. Laura, dans l'épisode introductif, le premier épisode de cette mini-série, parlait notamment du politique, pas forcément l'administration, mais du politique qui se saisit, qui préfère plutôt inaugurer un rond-point ou quelque chose de visible. Mais il y avait aussi, bien sûr, les égouts, les canalisations, tout ce qui est nécessaire. J'ai l'impression qu'on est peut-être allé un petit peu vite sur ton infrastructure que tu portes. Les canalisations, ce qu'on ne voit pas, l'invisible. Qu'est-ce qui alimente éco-balise pour toi en tant que agent, en tant que technicien? C'est clé. Plus on descend dans les infrastructures, plus c'est complexe et plus c'est important. Et donc cette infrastructure sur laquelle repose éco-balise et repose tout le scoring environnemental de tous les produits, c'est ce qu'on appelle une base de procédés, base empreinte. En France, c'est un projet qui est porté par l'ADEME. Alors c'est pas moi qui le porte, mais c'est l'ADEME. Enfin, je travaille en très étroite collaboration avec l'ADEME sur tous ces sujets-là. Et donc ça, c'est vraiment, le réseau d'égouts, et c'est pas du tout péjoratif. Au contraire, parce que c'est ce qu'il y a de plus complexe, c'est ce qu'il y a de plus cher, c'est ce qu'il y a de plus sensible. Si je veux faire tourner une calculette comme éco-balise qui permet derrière de se projeter vers tout un tas d'usages, encore faut-il s'être entendu sur c'est quoi les impacts environnementaux
du coton, du polyester, de la laine, d'1 kWh. Ces impacts, c'est du CO2, mais c'est aussi des impacts sur la biodiversité, mais c'est aussi des impacts sur les particules, etc., etc. Et donc le rôle, en tout cas, de l'ADEME, à travers cette base empreinte, c'est de construire une grande base aussi ouverte que possible, avec toutes ces briques de base, les différentes matières textiles, les kilowattheures, les transports, les mégajoules, etc., et dans lesquels on va pouvoir ensuite piocher. Donc ça, c'est une très belle infrastructure de partage de données, c'est pas du tout glamour, mais c'est tellement essentiel. Une illustration parmi tant d'autres, je vais parler du cas de la laine. La laine, c'est une matière qui est noble, qui est utilisée dans tout un tas de vêtements, de pulls notamment, et dont les impacts environnementaux viennent essentiellement de la brebis dont la toison a été récupérée pour faire de la laine, essentiellement, pas uniquement. Ça, c'est des moutons qui majoritairement viennent d'Australie ou de Nouvelle-Zélande, qui vont avoir roté du méthane pendant leur durée de vie, et puis qui vont avoir mangé, peut-être brouté la prairie locale en Nouvelle-Zélande, mais peut-être des compléments de soja quand ils sont en Australie. Enfin, c'est vraiment tout ça qu'il faut considérer. Et la laine, c'est une matière qui peut avoir beaucoup d'impact environnemental, parfois plus que le coton, ce qui veut pas dire que c'est mal, enfin c'est une matière qui par ailleurs a des vraies belles propriétés, elle tient chaud, et puis ça peut être des vêtements durables, enfin c'est pas forcément mal en soi, mais quand on regarde tous les acteurs privés qui aujourd'hui proposent des évaluations des impacts des procédés, par exemple la laine, il y a une grande hétérogénéité de résultats. Il y a certains acteurs privés qui vont dire que la laine est excessivement impactante, d'autres qui vont dire beaucoup moins. Et c'est très sensible parce que derrière il y a des marques textiles qui fabriquent des vêtements et qui vont commencer, parce que c'est le sens de l'histoire, à regarder avec plus d'attention les impacts environnementaux de leurs vêtements et qui vont faire des choix d'investissement, qui vont dire je développe mes vêtements en laine ou au contraire je les développe pas. Et ils vont faire ce choix-là au regard des impacts environnementaux évalués pour la laine. Et s'ils prennent la donnée d'un expert privé qui va dire que la laine est excessivement impactante, eh bien, ils peuvent décider de réduire ou d'arrêter leur production de vêtements en laine, et avec des impacts concrets. Parce que quand les industriels investissent, c'est sur du long terme. Quand ils développent un outil de production, c'est sur du long terme. Et donc on peut prendre une décision avec un impact long terme, qui va jouer sur le marché du textile, qui va jouer aussi peut-être sur un bassin d'emploi, enfin c'est très sérieux ces choses-là, à partir de données qui peut-être peuvent être questionnables. Sur la laine, il y a eu un exemple dernièrement, c'est la donnée qui est considérée dans une base européenne, s'est avérée fausse, s'est avérée beaucoup trop majorante, et donc elle est en train d'être corrigée, et heureusement qu'elle peut l'être, parce que sinon ça aurait pu déclencher des décisions malvenues de réduction de la production de vêtements en laine ou d'arrêt de la production de vêtements en laine. Donc c'est extrêmement important que l'impact environnemental de la laine, je reprends cet exemple-là, il puisse être vraiment posé sur une infrastructure de partage de données. En France et idéalement en Europe, la cible c'est bien de le faire au niveau européen, et avec vraiment la transparence qui permet à ceux qui le souhaitent de comprendre c'est quoi toutes les hypothèses qui ont été faites, d'où il vient le mouton, qu'est-ce qu'il a mangé, l'ouverture qui permet à chacun d'y accéder simplement, et puis la légitimité parce que il y a un process de gouvernance qui fait que ok, ça a bien été contrôlé et cette modélisation elle est acceptable. Elle peut jamais être parfaite mais elle est acceptable. Ça c'est vraiment déterminant. Derrière il y a des choix industriels qui sont réalisés. Et ça, c'est des choix qui impliquent l'industrie sur le long terme. Des considérations économiques importantes pour les partenaires qui vont décider de s'allier, d'investir dans tel domaine avec tel producteur. Peut-être la grande boîte de vêtements va décider d'utiliser les services d'une des entreprises, je sais pas, en Italie qui fait partie du cycle de production et qui peut certifier d'avoir un impact environnemental plus faible que son concurrent. Mais dans quelle mesure cette entreprise de vêtements va se baser sur tes données, sur les données d'Ecobalise, et pas plutôt peut-être sur des initiatives privées qui, au même titre que Yulka par exemple, ont été capables de développer eux aussi une base de données, de l'agrémenter et de défendre des modèles de calcul, des modèles de prédiction. Enfin jusqu'ici, en simplifiant, quand une entreprise veut comprendre les impacts environnementaux de son pull en laine, par exemple, elle va s'appuyer sur des experts qui maîtrisent l'analyse de cycle de vie et qui souvent qui peuvent utiliser une base de données
d'inventaire de cycle de vie, une base de procédés privés. Il en existe plusieurs. La plus célèbre d'entre elles, c'est EcoInvent, c'est une association suisse qui existe depuis 20-30 ans, qui fait un formidable travail, un très bon outil. Et ça fonctionne. Ça permet d'avoir un chiffre. Là où le sujet change de nature et devient un enjeu démocratique et de souveraineté, c'est que aujourd'hui ce score environnemental qu'une entreprise peut calculer en utilisant une méthode et une base de données, par exemple EcoInvent, ça devient un objet qui est susceptible d'être utilisé dans différentes réglementations. Peut-être de l'affichage environnemental, une étiquette, peut-être des marchés publics durables, peut-être de la modulation d'éco-conception, peut-être. Et donc là, il devient vraiment impératif que la méthode et les données mobilisées soient les mêmes pour tous. Et donc là, voilà, se pose cette question d'infrastructure de partage de données. On a besoin d'une infrastructure de partage de données avec vraiment une valeur de référence pour la laine, le coton, le polyester, le kilowattheure en France, le kilowattheure en Chine, etc., etc. Donc c'est vraiment en tout cas ce à quoi s'applique l'ADEME, qui a une énorme expérience en la matière. L'ADEME, elle a construit Agribalise, qui est une base de cette nature-là sur les produits alimentaires, qui est très riche. Elle a construit Base Impact par le passé, donc elle a vraiment une grosse expérience, et aujourd'hui elle construit une base qui s'appelle Base Empreinte. Elle travaille des partenariats avec EcoInvent pour pouvoir proposer des données de grande qualité, et mais surtout vraiment pour quelque part donner plus d'ouverture et une forme de plus de légitimité aussi. Si une base de données est utilisée dans des réglementations, quelles qu'elles soient, affichage, marché public, éco-contribution, il est quand même nécessaire que les personnes soumises à cette réglementation puissent accéder à ce que dit la base sans nécessairement avoir à payer une licence. C'est une question d'acceptabilité démocratique, d'acceptabilité de la contrainte. Donc c'est vraiment la bascule d'un exercice qui est jusqu'ici plutôt introspectif. Je cherche à comprendre mes impacts et il existe dans le paysage différents experts privés et ma foi c'est ainsi, à un exercice qui peut de plus en plus prendre une coloration, une nature réglementaire qui impose une meilleure harmonisation, un meilleur partage au sein d'une infrastructure de ces différentes données. Et donc là arrivent des tensions intéressantes entre les acteurs privés, les acteurs publics, quel est leur rôle, comment quelque part essayer de ne surtout pas rentrer dans un conflit entre une future base publique qui viendrait écraser les bases privées, mais au contraire essayer de travailler la synergie. Il y a besoin de l'expertise des acteurs privés. Certes, en mettant en commun, il y aura peut-être moins de diversité mobilisée encore que, mais surtout, ça va générer de la confiance. Et ça va générer de l'utilisation, et donc plus d'acteurs vont derrière devoir calculer le coût environnemental de leurs produits, utiliser ces données, éclairer les consommateurs, éclairer les acheteurs publics, etc., etc. Ce besoin d'une infrastructure publique qui recense, qui centralise ce genre d'informations, ça va de pair avec le fait que les entreprises, elles font ce travail sur leur chaîne de production ou non plus pour réduire les coûts uniquement, et donc une vision interne profit. Elles doivent rendre des comptes aux consommateurs, à la société, mais aux consommateurs surtout. Et donc si elle se targue, pas d'un Nutri-Score, mais d'un vêtement score, comme on pourrait faire la comparaison, il faut que ça soit des chiffres bons, certifiés, et pas falsifiés, quoi. Absolument, il faut que ce soit acceptable. Il y a de plus en plus de contraintes qui vont venir, en France, mais aussi au niveau européen. Il y a des travaux européens sur les green claims, les éco-conceptions, je les développe pas, mais qui vont effectivement donner un caractère de plus en plus encadré à toutes ces allégations environnementales et l'utilisation qui en est fait. Et donc, clairement, il faut à un moment que la puissance publique en France et en version cible en Europe puisse vraiment proposer l'ensemble, la méthodologie, les données, qui soient des données reconnues, acceptées, acceptables, partagées, ouvertes. J'ai pas besoin de payer pour y accéder. Je veux les comprendre, je peux accéder aux détails de ces données. Je suis pas content, je peux dire pourquoi je suis pas content, et donc ça permet de les améliorer. Donc vraiment rentrer dans cette logique d'avoir une infrastructure de partage de données qui est cette légitimité publique, sans quoi on peut avoir des marques qui font des allégations avec des méthodes différentes, des bases différentes, des résultats différents, et dans ce cas-là, c'est l'immobilisme.
parce que ça donne une information incohérente au consommateur. Soit une marque va y aller en choisissant la méthode qui l'avantage, ce qui est tout à fait malsain, soit elle va pas y aller du tout parce qu'elle veut pas justement suivre ce biais qui est malsain, et donc elle va attendre que ça se calme, et donc en attendant, tous ces usages potentiels du score environnemental ne peuvent pas se développer. Et alors, est-ce qu'il y a des entreprises qui commencent à utiliser, à vendre, à se construire une identité de marque en se basant sur Ecobalise? Alors, il y a deux types d'entreprises qui peuvent utiliser et qui utilisent déjà Ecobalise. Le plus clair, le plus visible, mais peut-être pas le plus important, c'est les marques, directement. Aujourd'hui, il y a des marques, je pense à la marque Loom par exemple, qui a déjà fait rentrer dans Ecobalise tout son catalogue et qui calcule le coût environnemental suivant le projet de méthode réglementaire de tous ses vêtements à partir d'Ecobalise. Donc elle utilise la méthode Ecobalise et elle utilise derrière, réseau d'infrastructures égouts, les données de la base empreinte sur lesquelles s'appuie Ecobalise. Donc elle le fait et elle peut se référer quelque part à un projet de référentiel. C'est encore un projet, il n'a pas force réglementaire, mais c'est un projet sur lequel la puissance publique a travaillé. Mais plus important encore et peut-être moins visible, c'est tout un écosystème d'experts du scoring environnemental, des startups souvent. Alors il y en a vraiment pas mal qui se sont lancés dernièrement, Carbon Fact, Carbon Maps, Fairly Made, Clear Fashion, Glimpact, Waro, Olis, il y en a plein qui se sont lancés, et eux, en fait, leur boulot, je vais probablement trop le simplifier, mais c'est d'aller voir les marques et de les accompagner pour qu'elles puissent scorer tout leur catalogue de produits. Parce que là, il y a des vrais enjeux de gestion de la donnée, de la supply chain, etc. Et c'est ces acteurs-là qui ont une vraie expertise, qui sont capables de faire des calculs tout seuls, mais qui, aujourd'hui, sont les principaux utilisateurs d'Ecobalise, de l'API Ecobalise notamment, et c'est eux qui vont vraiment pouvoir déployer le scoring environnemental auprès des marques. Parce qu'il suffit pas de poser une infrastructure de partage de données, un outil pour que toutes les marques calculent leur score. Elles ont besoin aussi d'une forme d'accompagnement. Et donc là, il y a tout un écosystème hyper vertueux qui est très dynamique et qui se saisit aujourd'hui des travaux en France, Ecobalise, base empreinte. En Europe, il y a des travaux qui viennent ensuite pour l'avenir et qui vont permettre de passer à l'échelle européenne. Et donc, ils se saisissent de ces référentiels. Et là, il y a vraiment une dynamique hyper intéressante entre la puissance publique, base empreinte, Ecobalise, des initiatives au niveau européen vers lesquelles il faudra converger, qui quelque part fixe un cadre, avance un peu, mais va pas non plus trop loin, et ensuite laisse la main à ces acteurs privés très efficaces qui vont pouvoir derrière porter ces méthodes auprès des marques pour scorer. L'enjeu, c'est bien, si je reviens à la demande initiale de la Convention citoyenne, donc sur un cas d'application qui est l'affichage, c'est que tous les vêtements vendus en France puissent avoir un score environnemental qui ait été calculé. C'est ça la vision en tout cas initiale, et pour ça, va y en avoir des calculs à faire. Et en parlant des entreprises, on a eu ce débat qui nous occupe d'ailleurs toujours sur la fast fashion. Est-ce qu'on doit lutter contre la fast fashion? Comment on peut lutter contre la mode rapide, on va dire? Peut-être tu peux nous brosser les enjeux liés à cette notion. Alors la fast fashion, c'est un sujet complexe à définir. Il y a des enjeux économiques, sociaux, environnementaux derrière. Si je veux faire très simple, c'est une tendance observée ces dernières années d'augmentation des volumes de vêtements mis sur le marché, avec des vêtements qui sont dans des catalogues très très larges, des collections qui peuvent tourner assez vite, des prix assez bas. Donc c'est tout ça qui va caractériser ce que d'aucuns appellent la fast fashion, sans que, à ma connaissance, il y ait de définition stricte. Aujourd'hui, il y a une proposition de loi qui a été présentée à l'Assemblée nationale pour lutter contre la fast fashion, je crois que c'est son nom, c'était en février 2024, et cette proposition de loi, entre autres dispositions, elle prévoit un système de bonus-malus qui serait appliqué en fonction du coût environnemental des vêtements. Cette proposition de loi, elle a été votée par l'Assemblée, je ne sais pas à quel avenir elle est promise, je ne sais pas dire ce qu'il en sera, mais ce qui est intéressant de noter dans cet exemple, encore une fois sans porter de jugement, c'est que le fait que dans le paysage il puisse exister un score environnemental, un coût environnemental, qui s'appuie donc sur une méthode partagée, exposée dans Ecobalise, qui s'appuie sur des données partagées, exposées dans base empreinte, ça ouvre des possibilités.
des possibilités dont, en tout cas, des députés ont souhaité se saisir dans cette proposition de loi. Et c'est vraiment, moi j'ai le sentiment, le propre de cette infrastructure de partage de données. Je reprends l'image des égouts développés par Laurent Letourneau. Enfin, on met des égouts dans une ville sans nécessairement savoir précisément ce qui va être construit dessus. Mais en tout cas, ça permet de viabiliser l'espace urbain et ça permet derrière de le développer dans une direction qu'il appartient aux urbanistes de décider. Sur la fast fashion, c'est pareil, c'est une question politique, économique, environnementale, mais au moins que il y ait une infrastructure, une méthode qui soit un outil de plus à disposition si cela est jugé opportun pour traiter du sujet de la fast fashion. Très clair pour ce qui est de la fast fashion, ce qui me permet d'avoir des billes en tant que citoyen aussi pour tous les auditeurs. Et bien sûr, c'est entre les mains du politique et du consommateur, d'une certaine manière. On parle de fast fashion, donc quelque chose qui est rapide. Pour autant, ça me donne une idée sur le temps, la question de en combien de temps toi tu as réussi à consolider avec ton équipe. Peut-être que tu peux nous donner des indications, le moment où tu arrives au CGDD. Aujourd'hui, on est en octobre 2024 quand on tourne l'épisode et peut-être un petit peu en décalé quand on publiera l'épisode. Comment ça s'est structuré ce projet? Par où on commence quand on doit agglomérer différentes bases de données? Quand j'ai regardé sur le calculateur le choix que j'avais sur toutes les possibilités, tous les vêtements, toutes les matières, ça donne un petit peu le tournis quand même. Sur la chronologie, moi je suis arrivé, c'était en 2021 au ministère de la Transition écologique. Alors très vite, parce que c'est la logique de beta.gouv, on a très vite développé un premier calculateur et on a une chance inestimable, et je voudrais rendre hommage à l'ADEME pour ça, c'est qu'on a pu s'appuyer très vite sur des données que l'ADEME avait développées ces dernières années. Ça s'appelle la base impact. Donc très vite, en fait, on a pu construire un premier calculateur tout à fait informel, quoi, et qui, pour tourner, a pu s'appuyer sur des données qu'avait rassemblées l'ADEME par le passé. C'est des données qui sont pas parfaites, enfin qui sont un peu anciennes, qui avaient pas tous les impacts à jour, je passe les limites techniques, mais qui avaient vraiment le mérite d'exister et qui ont permis d'avancer. Et ensuite, il y a tout un travail qui a pris 2 ans, mais parce que vraiment le textile c'est la première catégorie de produits sur laquelle on part et qui a permis de travailler avec les marques, avec les industriels, avec les fédérations sur mais finalement c'est quoi les impacts environnementaux qu'on veut considérer, quels sont les paramètres à demander, etc., les questions de durabilité, comment faut-il les intégrer, tout ça a été vraiment très long, très riche, ça a pris 2 ans. Si je reviens sur maintenant, d'accord, mais pour que la méthode soit propre, il faut s'appuyer sur des données, une infrastructure de partage de données qui soit vraiment à l'état de l'art. Ben là, c'est à nouveau l'ADEME qui a gardé la main avec son nouveau projet Base Empreinte qui s'appuie en tout cas aujourd'hui sur un partenariat avec EcoInvent qui est un acteur de référence au niveau mondial. Et alors c'est difficile de refaire le film a posteriori, mais moi j'ai quand même le sentiment que le fait d'avoir pu avancer en anticipation sur une première version du calculateur, même s'il tournait pas sur les meilleures données, a aidé à donner de la perspective, de la visibilité sur ce que l'on voulait, et donc à aiguiller quelque part la construction, les négociations de cette base de données empreinte, donc il commence avec un partenariat EcoInvent et que l'ADEME va continuer à développer. Enfin, c'est vraiment la responsabilité de l'ADEME de mettre à disposition cette base. Donc tout ça a pris, enfin en tout cas, donc on n'est pas au bout de l'histoire, mais ça fait 3 ans que ça a commencé. Vraiment, ce que je voudrais souligner, c'est profond dans la démarche beta.gouv, c'est il faut pouvoir commencer vite, même sur quelque chose d'imparfait. Ça éclaire le débat. Et ça permet ensuite d'avoir les idées plus claires sur ce que l'on veut pour cette infrastructure de partage de données que porte l'ADEME, Base Empreinte. D'accord pour la démarche beta.gouv, plutôt une démarche itérative. On essaye, on se lance, on se jette à l'eau, et ensuite on voit tout de suite les premiers sujets qui remontent, même sur une version inexpérimentée. Dernière question de cette partie 2 sur cette double infrastructure. Base empreinte, base produit. Quelles sont les suites? Quelles sont les perspectives? Alors sur la base produit, les suites, c'est qu'il reviendra au gouvernement de décider s'il le souhaite, c'est de stabiliser la méthode. Projet de méthode a été présenté, concertation. Maintenant, est-ce que on stabilise la méthode et dans ce cas on sort d'une approche purement
très très itérative, et pour dire voilà, on a une méthode de référence et qui permet de remplir une base produit et qui permet potentiellement d'informer les consommateurs sur l'impact environnemental des produits et donc de rendre tout ce travail visible du consommateur, si le gouvernement le souhaite. À la manière du Nutri-Score du Yuka. Dans un format qui reste à définir, à valider, mais en tout cas ce qui a été poussé jusqu'ici, c'est vraiment de mettre en avant le coût environnemental. Ça, c'est le premier point. Sur derrière la partie plus base empreinte, les procédés, donc vraiment la couche égout, la couche inférieure sans laquelle on peut pas faire tout ça. Et ben tout le travail il est sur cette base empreinte, donc qui est portée à nouveau par l'ADEME, dont moi je suis utilisateur extrêmement intéressé. Mais donc c'est au-delà des premiers déploiements de consolider les accords, les partenariats qui permettront de rajouter des données dans cette base empreinte, des nouvelles matières pour le textile, des nouveaux, ce que l'on voudra, des nouvelles énergies, des nouveaux transports, etc., avec des conditions d'accès qui soient ouvertes pour tous, avec de la transparence sur les hypothèses, et donc de l'acceptabilité pour tout le monde, et avec une projection ensuite qui nécessairement arrivera, parce que la question est clé, c'est comment aller vers une harmonisation à l'échelle européenne, parce qu'on sait que pour les acteurs économiques, c'est bien évidemment l'échelle pertinente. Bien retenu pour les perspectives, on va suivre l'actualité, et on verra si ces perspectives ont pu se réaliser, et on va pouvoir basculer sur la partie 3 pour nous parler des conseils aux auditeurs. Partie 3 sur les conseils, toujours cette première question, un objet, une œuvre d'art, un livre, un film, qui représente la fonction publique ou ton expérience professionnelle. Alors moi je vais choisir un combat de judo, qui est une forme d'œuvre d'art de mon point de vue en tout cas. Moi je suis judoka depuis ma plus tendre enfance et c'est un sport que j'adore pratiquer. Alors pourquoi un combat de judo ? Parce que il y a des forces dans tous les sens, c'est pas très joli. Je sais pas si vous avez regardé les Jeux Olympiques, mais c'est même franchement assez moche des fois quand on regarde ça, parce que ça tire à droite à gauche, je t'attrape, tu m'attrapes, je veux pas, etc. Entre nous, la finale équipe de France du judo de Paris 2024 est magnifique. Hein. Elle tient la route, Elle tient la route, merci. Non, elle tient merci la route. Pascal. Mais elle tient la route, mais quand même souvent c'est pas ouf. Enfin, ça travaille un peu dans tous les sens. C'est dur parce qu'il y a des forces dans tous les sens. Et puis il y a un moment. Et on l'a vu notamment aux Jeux Olympiques, Teddy Riner en particulier, en finale contre le Japonais ou le Coréen, peu importe. Et il y a un moment où les forces s'alignent et où ça avance, et où ça devient beau. Et beau, en matière d'action publique, c'est utile. Et moi, c'est ce que je ressens, en tout cas vraiment sur mon job et des précédents jobs que j'ai pu avoir dans la fonction publique, c'est que on est vraiment au barycentre de plein de forces, ça tire dans tous les sens, les associations, les entreprises, les grandes, les petites, etc. Les intérêts sont divergents, ça tire dans tous les sens, c'est pas joli. Et puis il y a un moment où les choses, quelque part, finissent par prendre forme dans une direction cohérente, et là ça devient beau. Alors la vraie différence avec le judo, par contre, c'est qu'il s'agit pas de projeter nos partenaires, mais plutôt de faire quelque chose de beau avec eux. Et c'est pour ça qu'au judo, on n'a jamais d'adversaire, quoi qu'en pense le Géorgien qui a perdu en quart de finale contre Riner. Mais on a toujours des partenaires avec lesquels on fait de belles choses. Magnifique. Pour moi, passionné de sport, cette illustration me convient parfaitement. J'espère qu'elle résonnera aussi chez nos auditeurs. Et deuxième question de cette partie 2, une situation dans laquelle tu as été en difficulté, ou peut-être tu as subi un hippon, je ne sais pas, ou en tout cas voilà, tu aurais aimé avoir un conseil pour mieux appréhender une expérience un petit peu difficile, où ça t'a fait réfléchir. Alors c'est très difficile parce que les conseils, il faut souvent s'en méfier, quand même, ils sont toujours donnés par des gens qui sont pas nous, qui ont pas notre vécu, qui ont pas notre expérience. Moi, il y a une situation qui m'a pas mal marqué, c'est quand je suis revenu au ministère de la Transition écologique et au Commissariat général au développement durable pour travailler sur ces sujets de scoring environnemental. C'est quelque chose qui résonnait fort en moi, après mes expériences, notamment dans la police de l'environnement. Et donc quand j'ai échangé avec les responsables des ressources humaines du corps des mines, je suis tombé sur quelqu'un, il s'appelle Godefroy Beauvalet, qui m'a dit « Écoute Pascal, te prends pas le chou, c'est important de suivre ses intuitions. »
Et c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, parce que j'en aurais pu attendre de lui qu'il m'enjoigne plutôt à suivre une voie plus classique, des postes à responsabilité managériale ou autre. Et il m'a dit non, là il y a un truc qui te tient à cœur, faut suivre ses intuitions. Et l'intuition, ça suffit pas à construire de la réglementation ou de la technique, mais c'est quelque chose qui a énormément de valeur parce que c'est une forme de synthèse un peu inconsciente de toutes nos expériences personnelles, de notre vécu, et donc c'est quelque chose qu'on peut amener de plus personnel à son activité professionnelle et à l'action publique dans mon cas particulier. Et donc autant ça apporte de la valeur ajoutée par rapport peut-être à un candidat identique, même CV, même parcours, mais toi il y a peut-être ce petit supplément, et aussi ça t'aide en termes de sens, peut-être pour se lever le matin, ne pas avoir l'impression de travailler, en tout cas de partager une expérience que tu aurais peut-être pu mener de front avec un autre travail, mais avec une association par exemple de consommateurs ou quelque chose en tant que volontaire. Là tu le fais carrément dans le cadre de ton travail. Ah non, mais c'est un luxe absolu de travailler sur un sujet qui me tient à cœur, qui vraiment qui m'habite, que j'ai envie de faire avancer. En tout cas à mon niveau, avec les responsabilités qui sont les miennes, c'est un luxe absolu. Et l'action publique, c'est difficile. Un combat de judo, c'est difficile, mais punaise, c'est beau. Enfin, on a quand même de belles choses à faire. Et ça, c'est vraiment une chance. Parfait. Merci Pascal pour le temps que tu nous as accordé, le déplacement, puisque t'es pas forcément parisien, donc aussi il fallait qu'on se cale sur le rendez-vous. Je te laisse le mot de la fin. Écoute, merci David pour cet échange. Bon courage aux personnes qui entendront cet enregistrement. Et puis j'espère que tout ça va se poursuivre et bonne suite de mini-séries pour les podcasts. Merci beaucoup Pascal, et bien sûr on invite les auditeurs à interagir, à réagir sur la vidéo YouTube qui permet justement avec les commentaires d'entrer en discussion. On se tiendra bien sûr Pascal et moi à disposition pour pouvoir étayer, poursuivre la discussion, puisque elle a déjà été assez dense, mais elle a peut-être aussi suscité quelques interrogations, quelques réactions. Merci à tous et à bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à le liker et à activer la cloche pour rester au courant des nouveaux épisodes. Vous pouvez retrouver d'autres épisodes sur les infrastructures de partage de données dans le cadre de cette mini-série, ou découvrir les portraits de nombreux invités agents publics au parcours varié dans les différentes saisons. Aussi, vous pouvez retrouver plus d'informations sur les réseaux sociaux et me soutenir pour continuer à produire des épisodes en donnant sur la page Tipeee d'Ambition Publique. Toutes les informations sont dans la description. Enfin, et surtout, n'oubliez pas, votre ambition pour la fonction publique ne fait que s'enrichir. Donc continuez à vous renseigner, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.